comment sécher Noël et s'en foutre. Je pense que tu vas kiffer la vidéo, c'est quasi certain. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. Je suis seul tout, j'aime pas trop. Tu Et vois. puis la mélodie. Allez. Je vois plein de gens heureux autour de moi, je me sens comme un antagoniste et tout. Je rigole, c'est de l'humour. Mais en même temps, pas tant que ça. Devinez si c'est de l'humour ou pas. À l'époque où j'enseignais en partie dans le supérieur, j'avais un cours pendant un semestre sur la notion de commensalité, c'est-à-dire le fait de manger ensemble, de partager une table, abordé par les prismes Salut, de Clément. l'anthropologie et de la sémiotique. Je pense qu'il y a 2-3 profs de littérature qui voient exactement de quoi je parle ici. Alors évidemment, comme à un moment la période des fêtes approchait, c'était l'occasion d'aborder ça à travers le thème du repas de Noël. Parce que dans la plupart des cultures qui le célèbrent, Noël c'est avant tout ça. Les cadeaux, le sapin, les diverses traditions qui peuvent exister, tout ça c'est surtout un décor, c'est un contexte qui vient habiller le cœur de ce qu'est vraiment le réveillon de Noël, c'est-à-dire un repas, voire des repas, particulièrement chez nous, parce que le fait d'être en couple ou d'avoir des parents divorcés, le plus souvent ça veut dire avoir plusieurs repas de Noël. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'étude de la notion de commensalité, c'était tout ce qu'on peut dire de la fonction disciplinaire du repas partagé. Le fait que manger ensemble autour d'une table, c'est pas juste manger ensemble. Le repas, c'est avant tout un dispositif. Je peux pas sécher, c'est la seule fois où je retrouve ma famille. Ouais, pareil. Pareil. Ouais, hein, c'est obligé. Ok, avec ce fameux truc. Puis ils sont tous éparpillés partout, ma famille, donc vraiment c'est le RDV obligatoire, quoi. Ouais, de ouf, ça se réunit toute la France et tout pour aller précisément à un endroit manger tous ensemble. Et le rendez-vous, au moins une fois dans l'année. Tu pourrais rater tous les autres, mais celui-là, c'est impossible. c'est vraiment celui-là que tu peux pas rater. Ah non, je peux pas briser le cœur de ma petite mère. Mais oui, dites merci à Clio pour les recos. Et Saint-Jacques-Clément, c'est à toi que j'ai envoyé les tomes de Berserk, je crois, si je me trompe pas. Je ne suis pas sûr. Mais bienvenue, écoute. On regarde une vidéo sur comment sécher Noël et s'en foutre. Ah, c'est où confortablement ceux qui viennent d'arriver. On y est. Qui transmet, qui ordonne et qui assigne. Il faut savoir que même si ça nous paraît assez évident aujourd'hui, l'idée de manger 2 ou 3 fois par jour tous ensemble autour d'un repas commun et donc d'une table commune, c'est une invention relativement récente. Et surtout une invention qui n'est pas totalement fortuite, parce qu'elle construit un lieu qui remplit une fonction idéologique assez précise. Avant la révolution industrielle, le repas de famille n'existait tout simplement pas, ou en tout cas pas tel qu'on se le figure aujourd'hui. D'abord parce qu'il n'y avait pas de salle à manger, avant le XVIIIe siècle, les pièces de la maison, elles n'avaient pas vraiment de fonction assignée. On avait une pièce principale, celle avec la cheminée, quand on avait la chance d'avoir une cheminée, et parfois des chambres. Parce qu'encore une fois, ça paraît hyper logique d'avoir une ou des chambres pour les enfants, une cuisine, une salle de bain, un salon, etc. Mais il faut se rappeler que rien que la salle de bain, c'est tard, c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on commence à en installer dans les maisons par défaut. Et les cuisines, c'est fin XIXe siècle. Et vraiment pas chez tout le monde. Avant ça, on se lave au bain public, on fait nos besoins dehors et on cuit le pain et les tartes dans le four communal une fois par semaine. La salle à manger... Wesh, comme au bled. Comme à Oujda, tout pareil, ça bouge pas. Aïe. Mais ouais, c'est un truc de riche, quoi. Déjà, le réveillon, c'est un truc de riche. C'est moi qui suis éparpillé, ma famille au complet vit à 500 bornes de chez moi. Je vis seul, loin de tout. Ah ouais. Aïe. Ah ouais, donc c'est à toi de faire le grand... C'est à toi de faire le trajet. Bah lui, pareil. Aïe. Ouais. Comme espace dédié, c'est une invention bourgeoise qui apparaît d'abord dans les foyers urbains hollandais au milieu du XVIIe siècle, et puis qui se diffuse en Angleterre et en France un peu plus tardivement. Et donc avant le XIXe siècle, même quand on mangeait ensemble, il n'y avait pas de table permanente, on utilisait des tréteaux qu'on montait et qu'on démontait selon les besoins, et l'idée d'une grande table fixe au centre d'une pièce, ça ne devient un idéal qu'à partir du début XIXe siècle. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, dans les familles paysannes, tout le monde ne mange pas en même temps, et tout le monde n'est pas assis non plus. Les hommes, ils s'asseyaient, et les femmes et les enfants mangeaient debout assez rapidement pour pouvoir reprendre leurs tâches. Et comme il y avait rarement assez de chaises pour tout le monde, quand on voulait manger assis, on mangeait décalé par roulement. Parce qu'une chaise, ça coûte cher, ça demande d'être rempaillé, et puis ça prend de la place. Puis on mangeait moins souvent aussi, on faisait d'abord les corvées du matin quand on se réveillait, et puis après on mangeait un encas. Un truc qu'on avalait vite fait avant d'aller travailler, et puis avant le repas principal, le dîner, mais qui était pas le soir, qui
société l'après-midi. Et donc c'est bien l'industrialisation qui change Eh tout ça ben. parce qu'elle sépare le lieu du travail du lieu de vie. Parce qu'évidemment, quand les gens ils partent travailler à l'usine, ils peuvent plus rentrer chez eux pour manger à midi. Le repas du milieu de journée, ça devient quelque chose qu'on avale sur place, vite fait, et puis le plus souvent debout et froid. Et le vrai repas, celui où on se retrouve en famille, celui qui compte vraiment, il se déplace vers le soir. Et donc le dîner devient le moment où la famille se reconstitue après une journée de séparation. Et c'est là que le repas de famille prend sa fonction moderne. Et cette fonction, il la prend au sein d'une restructuration des dynamiques familiales autour du travail ouvrier et de l'idéologie productiviste. Le repas de famille devient proprement un dispositif central qui organise, discipline et distribue les rôles au sein du groupe. Puis après, ces mêmes rôles, ils vont aller s'effectuer au sein du reste de la société. Ça passe d'abord par une distribution de la parole, qui parle, qui écoute, qui a le droit d'interrompre, qui doit attendre son tour, qui peut poser des questions et puis qui répond aux questions. À table, il y a toujours des personnes qui dominent la conversation et des personnes qui se taisent, et la circulation de la parole, elle est surtout organisée en fonction des hiérarchies de genre et d'âge. De sorte que dans les familles où le patriarcat est le plus affirmé, les personnes assignées femmes vont passer moins de temps autour de la table et plus de temps dans la cuisine et au service, et de sorte que dans les familles où l'adultisme est le plus affirmé, on va organiser une sous-classe au sein du dispositif commensal, ce qu'on va appeler la table des enfants. Table des enfants au sein de laquelle vont être parfois aussi assignées des personnes pour lesquelles on a déterminé que le rôle maternel était plus prégnant que le rôle féminin. Ce qui Ah ouais, gros, les tables pour enfants, Mm. c'est vraiment un truc, genre, j'ai jamais compris ça. Pourquoi les tables pour enfants, genre? Parce que les adultes ils peuvent être racistes et parler politique, pendant que les gosses, voilà, ils font leur délire de gosses. Des Ils font fois. leur truc d'enfants là-bas, là. Je sais pas, tu sais, genre c'est censé être la grande réunion familiale, machin. Mais les enfants, cassez-vous là-bas, là. On a une table avec des crayons de couleur là-bas. Bah ouais, peut-être ils essayent de faire des affaires, ou je sais pas. Les adultes ils essayent de Trop vendre un truc. bizarre. Donc toute ta famille soit des agents immobiliers pour que tu sais, ils vont pas signer des contrats pendant le repas, tu vois. Je sais Genre. pas, après c'est dans les trucs vachement stricts un peu, genre. Je sais pas s'il y a toujours une table de gosses. Voilà, les meufs à la cuisine et moi assigné avec les gosses toujours. Bah ouais, c'est. Alors, et puis du coup, tu te retrouves dans le groupe des gosses. Tu vois, t'es assigné à la table enfant. Tu sais Ouais. pas trop pourquoi, tu vois, mais genre. Celle-là, elle s'occupe des enfants. Il n'y a pas d'autre fonction. Ouais, c'est une cata, hein. Cata. De toute façon, bon, les normes de société, on sait que c'est un peu de la merde. Genre, quand je même. vois la daronne dans Desperate Housewives, là, la blonde. C'est la daronne, elle a plein de gosses et genre tout le monde la voit que comme une mère fondeuse et genre. Mm. Tu vois, genre personne la considère comme autre chose que la daronne des 8 gosses qu'elle a fait et tout. Il y a un truc là-dedans. La dernière fois que j'ai vu Desperate Housewives, j'avais 15 ans, me jugez pas s'il vous plaît. Quand j'étais jeune, c'était un calvaire. Après avoir dit au patriarche notre classement de niveau scolaire, les adultes parlaient politique. Mon grand-père était PS, ma grand-mère était FN avec une tante, ma mère était coco, et une tante était écolo, l'enfer. Aïe, ah. Mm. Eh ben, genre, tu récites le classement du niveau scolaire comme ça devant le daron. Ah ouais. Ouais, bah, C'est genre l'époque où le daron, il a sa grande chaise de seigneur napoléonien au bout de la table. Il dit alors toi, tu t'assois en premier, toi en deuxième, toi en quatrième, et toi, tu ramènes les couvertes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, le trauma, hein. Le trauma de fou. Quoi, c'est une horreur. allez, je vois. On devait dire si on était premier de la classe et le grand-père au bout de la table. Ouais, c'est ça, ça. Plus vieux, le patriarche, tout au bout de la table, et c'est lui qui décide tout et tout. Pff. Ouais, moi je me souviens que je devais envoyer une lettre à chaque fois à mon anniversaire, je devais envoyer une lettre de remerciement à mon parrain. Et le seul truc que j'avais en retour, c'était qu'il disait que je faisais des fautes d'orthographe sur le football. Déjà, moi j'envoyais des lettres à personne, ça me faisait chier de fou. Et en plus, le gars me parle mal de mon orthographe, frérot. Déjà Drôle, bah. content de toi d'avoir une belle carte postale de ton filleul là, et va te faire enculer. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ouais, ils aiment trop être pressants. Ouais. On défilait à la queue leu. Aïe, 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 aïe. Terrifiant. Vraiment l'ambiance militaire, hein. Ouais. Ambiance militaire à la C'est le maison. truc de récompense, de récompenser les bons et tout, qui deviennent après des petits martyrs. Ouais, parce qu'après les enfants qui sont premiers de la classe, ils peuvent tyranniser les autres. Bah ouais. Sac à merde ton parrain du coup. Ah, il pose d'interrogation. Bah ouais, un peu genre bourge quoi. Ouais. Genre élevé dans une famille de trois tares, catho. Bah, à ton avis, tu lui envoies une petite lettre de gosse en lui disant merci tous les ans et ce gars il te répond juste tu fais des fautes d'orthographe. Ouais. Sympa le gars quoi. Après ouais, c'est le truc. Ouais. Ça c'était du côté de ma famille, vraiment c'est des trois tares, c'est des assureurs de père en fils, donc mental d'assureur quoi.
famille de mon ex m'a toujours infantilisé. Après, ça a toujours été ma croix, l'infantilisation. Wesh. Ouais. Pas cool, hein. J'avais un frère TDAH et une cousine dyslexique, un enfer pour eux. Bah lui, il a un trouble pareil, c'est pour ça qu'il peut pas écrire correctement. Donc le parrain qui critique l'orthographe, c'est C'est encore ça. plus un sac à merde, C'est quoi, tu vois. pareil. C'est exactement ça. Le gars s'attendait à ce que je sois Molière. Enfin, il me demandait d'être Molière alors que j'avais 9 ans et que j'avais un truc. J'avais honte de dire mon classement alors que mon frère était en galère. Bah ouais, parce que toi, t'es piégé dans cette hiérarchie de cons là qu'on t'impose et tu sais pas comment t'en sortir. T'es un gosse, tu vois. Mm. Allez. Moi, à l'époque où je mettais parfois des posts sur les réseaux sociaux, toute ma famille me sautait dessus dans les coms juste pour l'orthographe. Waouh. Ah, moi aussi, l'orthographe, on m'a bien gonflé. Non mais gros, mais frère, c'est du cyberharcèlement, ça. Genre ta famille, ils viennent carrément sous Oh, tes tu sais posts pas te à dire que quel tu fais point- des fautes. Tu sais pas à quel point il y a un truc là-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle, mais l'orthographobie. Je sais pas, gros. Il y a des gens, ils se sentent trop intelligents de corriger les gens sur l'orthographe. Je sais, moi, Et ça devient après du harcèlement, ouais, parce qu'à peine tu postes un truc, t'as aucun rapport et ça te dit ouais, t'as fait une faute là, t'as fait une faute Ouais, là. Mais j'avoue. réponds sur le truc, tu vois, réponds sur le fond, pas sur la forme. moi, c'était très prolo, pas très politique, très convivial, grosse bouffe et picole. Quand j'étais gamin, c'était cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, moi du côté de Madaron, c'était plus ça, j'ai des super souvenirs. Ouais. Par contre, du côté droitard, c'était plus ambiance harcèlement. Et c'est tout, surtout, tu sais, genre, dans les milieux petits bourgeois ou classe moyenne supérieure, c'est beaucoup ça. Tu vois, mais dans les milieux très prolo, en vrai, pas tant que ça. Tu vois, c'est frère, vas-y, on mange tous à la même table, on s'en bat les couilles, viens, on boit des coups. Ouais, il y a le cousin de 17 ans qui fume des ouinges sur la terrasse. Ouais, de ouf. C'est pas la même ambiance, quoi. Il y a autre chose, ouais. L'orthographe, c'est l'intelligence des imbéciles. Bah oui, oui. Exactement. Ouais, l'orthographe, c'est Exactement. l'intelligence de ceux qui passent leur temps à citer des bouquins sans jamais les avoir lus ni les avoir compris. Tu vois. Ah ouais, t'as fait une faute là. Ouais, d'accord. Super, super génial. Ça me fait une belle jambe. Est-ce que ce que j'ai dit est sur le fond, on peut s'attaquer au fond ou juste j'ai pas mis le X à la place du T dans peu. Du coup, ça y est, tu te sens offusqué. Ah, yeah. Ah ouais, moi aussi, ça me casse les couilles. Les Jean-Michel orthographe là, l'enfer, quoi. L'enfer. Non, puis tu sais, quand tu peux rien, ça devient gonflant, quoi. Quand t'as un TDAH, t'es un gamin qui peut rien en faisant tous les efforts du monde, t'arrives pas à écrire sans faire de faute, quoi. Donc, ouais. Tu sens un peu ce truc de norme, quoi. Cavana n'est pas d'accord. Qui est Cavana? Là, j'ai pas la ref Turbo Boomer. Anthony Cavana, mais je sais pas c'est qui. Non, je pense que c'est pas Anthony Cavana, ça s'écrit pas comme ça. Pareil, gros PV d'orthographe. Y'a pas de soucis sur ce chat, tu peux faire toutes les fautes que tu Ah veux. bah alors, on est fort en mathématiques, mais pour les lettres, ça va plus du tout. Tiens. Personne ne va valider ou invalider ton orthographe ici. En fait, t'es Tu peux faire autant de raccourcis que tu veux. Et de petits, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. l'inverse de moi, la clave. Faudrait qu'on fusionne pour être à peu près normaux pour la société, tu vois. Bon, l'orthographe, ça va, mais les maths, je suis nul à chier. Donc, toi, t'es prof de maths, mais l'orthographe, c'est Ça marche compliqué. pas ton truc, moi je suis nul en maths et en orthographe. C'est une catastrophe pour moi alors. Il faut que je me fusionne avec quelqu'un qui est bon en Faudrait maths que et en tu te fusionnes avec orthographe. 2 personnes. Tant que c'est compréhensible. Mais Qu'est-ce que t'insinues par une personne complète? Non mais vas-y, chacun a ses lacunes et tout. Moi j'ai d'autres qualités, hein, y a pas de souci. L'école ne fait pas tout. Hein. Bah non. En vrai, oui, tant que c'est compréhensible, ça va. Ok, je suis vieux. Bah désolé, Turbo Boomer, mais Cavana, je sais pas, tu m'as sorti une ref. C'est qui Cavana? Qui est-ce Désolé. Je suis né en 98, je peux pas avoir toutes les refs non plus. J'ai même pas les refs des gars qui me sortent des refs qui sont nés en Ah, 2002. il a quand même plein de rêves, tu peux essayer quand même parce que fils de double prof des années 60, t'inquiète. François Cavana. Je sais pas, François Cavana. Le fondateur d'Harakiri. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Harakiri, c'est la technique pour se planter. Mais non, Harakiri, c'est genre l'ancêtre de Charlie Hebdo. Et à l'époque où c'était de gauche, tu vois. Et oui. Tu me dis Harakiri, je l'ai, tu vois. Par contre, le nom Moi, du j'ai gars. toujours pas, mais bon, est-ce que j'ai envie de creuser? J'ai toujours pas là. Cavana, c'est C'était Harakiri. quoi là Hmm Cavana, c'est Harakiri du coup. Bon, allez, bref, allez. Ça Ah, va du être coup, j'ai trop long, plus. ça. Merde. Cavana, il est pas d'accord, je sais pas pourquoi. Ah, bref, Cavana, c'est Harakiri. Harakiri, c'est un journal, tu m'as dit. Ouais. Qui était de gauche. ses bouquins sont géniaux. Ok. Ouais, c'est. Et il fait des bouquins, voilà. Donc Cavana, il fait des super bouquins. Voilà ce qu'on retient. Mais on met aucun de nous deux lit de livre, malheureusement, on pourra pas te confirmer. Je peux pas fact-checker. Un coup, j'arrive en salle des profs et j'ai fait péter un câble au prof de français. Le mec débarque en disant ils savent pas écrire, ils
il écrit les chats sans S à la fin. Moi, comment tu sais qu'ils étaient plusieurs? Et là, bim. Ah, ok, mais du coup, Cavana, c'était un fan d'orthographe. Ok, d'accord. Ok. J'avais pas la rêve. Tu m'aurais dit Bernard Pivot, là, j'aurais compris direct. Tu vois. En plus, c'est une rêve que t'aurais pu avoir, tu vois. Déchiffrer des lettres, machin. Ça se trouve, je dis déchiffrer des. Bref. Laisse tomber, Ouais, Turbo ouais. Boomer. Laisse tomber. Il Je essaye me de te perds dans des rattraper, rêves. mais J'y arriverai pas. J'y il n'y arriverai pas. arrivera pas, je pense. Pardonnez-moi le chat. Qui est en soi aussi un apprentissage, puisque c'est celui à travers lequel se transmet l'idée que certaines femmes, à certains moments de leur existence, auront davantage leur place au sein du monde des enfants qu'au sein du monde des adultes. C'est donc aussi une économie du care, au sens de soin, puisque assister au repas, c'est aussi savoir qui a préparé le repas, qui sert le repas, qui vérifie que tout le monde a assez mangé, qui débarrasse la table, qui fait la vaisselle et qui reste assis, inerte, à recevoir tout ça comme si c'était une espèce de loi non écrite de la nature. Le repas de fête, c'est souvent des heures de travail invisible, un travail presque toujours féminin, et qu'on efface au moment même où on le consomme. Parce que, bien plus Ça, c'est tellement réel, ça. Ouais, pensez à ma daronne qui va se taper tout le truc. Ah ouais, Et gros. qui a monté le sapin de Noël de 2,50 m avec mon daron qui ont tous 70 ans. Ah ouais, les darons là qui se mettent la rate en courbouillon pour préparer tout une semaine Des à repas l'avance qui et tout. cuisent pendant 5 jours et tout. Ouais. Ça mitonne des trucs pendant 30 000 ans. Ça se met un stress pas possible et tout. C'est gros. Tous ceux qui font la fête là, avec les anciens, aidez-les à faire la mise en place, j'en sais rien, à déménager la table à la fin, ou à faire tout ce qui. Enfin, les aider quoi, normal, parce que Ouais, de la fou, charge de de fou. travail est incroyable, hein, pour 10, pour 20, même pour 5 personnes, c'est déjà quelque chose. Hein. Qui? Bah la mère de famille. Ouais, mais ça, tu vois, pareil, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal du tout. Ça Ça, rend c'est universel, vraiment. Toutes les religions, c'est toujours la mère de famille ouais, qui est dans la cuisine pendant les fêtes. terrifiant. Et puis elle fait que ça, gros. T'as l'impression, elle fait que le réassort pour que les gens y mangent. Tu vois, c'est allez hop, il faut lancer encore des petits fours et des machins, et le truc là, il est en train de cuire, et bim Comment on bim. appelle ça, ça à la peau dure, quoi. Ça, c'est un truc. Coriace. C'est coriace. C'est coriace. C'est coriace. Mais on est sur la bonne voie, en tout cas, notre génération. Il y a des gens qui ont le droit de refuser ça sans se faire casser la gueule. Je dis pas que c'est bien et tout, je dis pas qu'on doit s'en contenter, mais je veux dire, si on veut doomer en disant que les femmes ont une condition horrible à Noël, faut quand même Bah se ça, dire qu'on n'est pas dans les années 50, quoi. bah non, ça évolue aussi, ça évolue aussi. Dans les familles de gauche, en tout cas, c'est plus les meufs qui s'occupent de tout, tu vois. Alors, moi, dans ma famille, il y a des gens de gauche, t'as vu, il y a tout le monde qui partage, il y a tout le monde qui prépare à manger, tu vois. Il y a pas de, on laisse une personne se casser le cul à tout faire et on regarde, on attend les pieds sous la table, tu vois. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça que chez les droitards encore. Et ouais. Ouais, parce que c'est vraiment pas ouf. Hein. Ça rend vraiment fou les gens en plus. Hein. Tu sais, une fois que toutes les fêtes sont terminées, la personne en question, la meuf en question est fatiguée, tu vois. Là. T'es une daronne, gros, t'es fatigué de tout ça, tout gérer, qui doit dormir je sais pas où, tu vois, et ceci, et toi t'as bien mangé, et toi t'as bien mangé aussi, et toi tu veux de ci, de ça, tu vois, genre, gros, oh, tu devrais me payer 3000 € par mois La pour faire ça, charge, normalement. la charge mentale. Charge mentale, charge physique, charge globale, hein, vraiment. que le travail, c'est la relation avec l'outil de travail, c'est-à-dire qui est propriétaire de la cuisine, de la table, des ustensiles, etc., qui est au cœur du système de dette et d'obligation du repas. C'est de ça dont parle Marcel Mauss dans son essai sur le don. Ce qu'il dit, c'est que on vous nourrit, donc vous devez quelque chose. Vous devez de la gratitude, vous devez de la présence, vous devez de la réciprocité future, parce que le don de nourriture, il n'est jamais gratuit. Accepter qu'on vous nourrisse, c'est signer un contrat d'appartenance et de redevabilité. Et c'est bien souvent un contrat à vie, hein, donc si vous refusez de manger ce qu'on vous met dans l'assiette, ou pire, si vous refusez de vous présenter au repas, eh ben vous brisez le contrat. Parce que si la table est elle-même un dispositif social, historique et politique, la nourriture qu'on pose dessus, elle n'est pas juste un prétexte. La nourriture, elle devient elle aussi un dispositif symbolique et affectif. Et ce dispositif, il passe notamment à travers une technologie symbolique extrêmement puissante qui s'appelle
la viande. Quand le végétarien que je Mm. suis et que vous êtes peut-être refuse de partager avec la tablée le foie gras, le saumon ou la volaille rôtie, ce qui se joue, ça dépasse largement la question du goût ou de la morale individuelle. Le fait de refuser les viandes qui sont placées au centre du repas, ça revient à refuser un symbole central de l'unité du groupe. Parce que manger ensemble, c'est pas seulement manger en même temps, c'est incorporer ensemble, au sens littéral. C'est-à-dire que la chair que vous mangez, elle devient votre chair. Ça peut paraître con dit comme ça, et je sais que ça soulève une évidence, hein, mais un chat domestique, c'est composé que de deux trucs, d'eau et de nourriture pour chat. Éventuellement d'oxygène, mais bon voilà. Si tu manges autre chose que ce qu'on mange, tu es fait d'autre chose que ce qu'on mange. Donc refuser de manger comme le groupe, c'est être physiquement autre chose que le groupe. C'est entre autres ce que dit Roland Barthes quand il parle de la nourriture comme système de signes. On n'avale jamais uniquement des calories, on avale du symbolique, de l'histoire, des normes, des appartenances. La nourriture fait passer dans la chair des valeurs, des hiérarchies et des frontières. C'est ce genre de choses qui sont mises en avant quand on se demande si un enfant juif ou musulman qui C'est refuse de manger ça. de la viande à la cantine peut vraiment être intégré. Ou C'est ça que j'allais dire. Son parallèle avec les végétariens, moi je partage pas parce que je suis pas végétarien, tu vois, donc j'en sais rien. Par contre, j'étais en train de penser au truc justement avec les musulmans, c'est tellement ça, genre, t'es au taf, tu fais un sandwich comme ça, tu fais un autre sandwich au saucisson pour quelqu'un, tu lui files et il dit non, tranquille, moi je suis musulman. Et genre, il y en a, ils se sentent offusqués, genre, quoi? Quoi? Tu veux pas manger de saucisson? Ouais, le conformisme. Bah ouais, c'est une sorte de pacte social quand même, le repas, tu vois. Et même ne pas participer à un repas, ça peut être reproché et tout. Ah ouais, c'est comme ça. Ah. Tu sais, t'es vu en bizarre, quoi. Ça pue du cul, on sait, mais on mange ensemble, je me sens pas redevable. Ouais, mais ça dépend aussi dans quelle famille t'es, tu Dans vois. quel contexte, ouais. Ça dépend dans quel contexte. Ta famille, elle est chill et ils s'en battent les couilles, tu vois, ça va, ça va. quand la droite s'émeut parce que des gens de leur ville mangent des kebabs ou que leur pizzeria préférée est devenue halal. Le repas partagé fonctionne comme un rite d'affiliation. On mange la même chose au même moment, préparé par les mêmes mains pour produire l'idée que nous sommes faits de la même matière. Et quand quelque chose bloque, quand le corps résiste, quand avaler devient difficile, et bah c'est pas toujours la nourriture qui pose problème, c'est parfois le lien qu'elle est censée fabriquer. Tu peux avoir un TCA, mais pas aujourd'hui. Tu peux être anorexique, mais pas aujourd'hui. Tu peux être végétarien, mais Mais pas pas aujourd'hui. aujourd'hui. D'autant que la viande, elle joue. Tu peux être Mais il y a musulman. ce truc avec l'alcool et il y a, Ouais, ouais, l'alcool il y a aussi. ce truc avec tous les trucs pour que tu te conformes à l'esprit de Noël, de machin. Même quand t'es pas musulman, moi ça m'est déjà arrivé en tant qu'ancien alcoolique, tu vois, on me propose des verres, je dis non, et ça me rend bizarre, comme si j'avais insulté une daronne, genre, tu vois. Mais Genre, même la bûche de Noël. Genre, il y a une pression sociale pour que tu bouffes du gâteau à la fin, après, c'est après ça. t'être tapé les trois plats et En tout. gros, je me suis déjà tapé 3 kilos de viande, tranquille, je vais pas Le, me taper une bûche en chocolat, le vin ça va. rouge aussi, le truc, l'étape et tout, enfin bref. Quoi, mais Des tu... tas de trucs à respecter en fait, ouais, c'est vachement. Et puis tu sais, je vois le truc aussi quand il dit. Tu sais, quand t'es à un repas de Noël chez un droitard, il te met du champagne sur la table, il te met du foie gras Du de fromage. grande qualité, du fromage et tout. Et après, il est un peu en mode, il en impose comme ça, il est en mode, voilà, moi j'étale ma réussite à Noël devant tous les invités, j'ai ses pères, j'ai le plus gros sapin, tu vois, tu vois un peu le délire. Ouais, je vois. Mais pareil même avec... Et après, t'as le schéma un peu du coup, patron. En plus, c'est vraiment dès que tu refuses un aliment, peu importe lequel, parce que quand tu refuses du fromage, ça te met à l'amende, hein. Ça te met à l'amende de fou. Ah ouais, ah tu manges pas de fromage. Ah t'es un bébé ou quoi? Tu vois, genre, gros, direct ça t'humilie. Genre pour l'alcool c'est C'est la pareil. pression sociale à Noël avec ta famille, ouais. Puis, tu bois pas, mais quoi, qu'est-ce que t'as? T'es musulman? Tu es religieux, c'est ça? Non, juste j'ai pas envie de boire. Enfin, ça, des fois, c'est quand t'as 13 ans, genre, quand t'as 10 ans, ta famille, elle te fait ça, genre. Eh oui, gros. Des fois, c'est jeune, ça. La pression sociale du truc, c'est pas quand t'as 17 ans et que t'es déjà alcoolique. Ah mais ça moi ça m'est déjà arrivé c'est grand. genre Hein. quand t'as 12 ans et qu'on te dit, bah, t'es un homme ou pas, allez, bois un coup avec tes grands cousins et tout. Puis en fait, c'est juste un truc pour se foutre de ta gueule pendant le truc, et puis toi, t'es bourré, tu vois. Bah mais gros, c'est des rituels d'humiliation, c'est une Ouais, c'est dinguerie ça. ça. La famille n'échappe pas au. Voilà Non, mon blême, la non. bouffe et la viande. Je refuse d'ingérer certaines viandes et bien souvent je m'en passe depuis petite. Bah surtout ouais, bon, ça va, après si ta mif elle est cool, tu vois, mais si ta mif elle est pas cool direct, ça devient bizarre. Hein. All time, je me faisais humilier parce que je mangeais pas pareil. TMTC, Mado, on en a parlé. Mais oui, t'inquiète, je vois. Bientôt, c'est le dry January, on va encore casser les couilles pour boire juste une bière. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais y a rien, c'est juste une bière, gros. Si je reprends une bière, je repars dans 2 ans de spirale de l'alcool, frère. Me casse pas la tête. Laisse-moi boire mon coca. Me prends pas la tête. Ah, pour la première fois de l'alcool à Noël chez mes grands-parents, on m'a servi du Porto. J'avais 15 ans.
Ah, Mm. moi, c'était pareil, je crois que ça devait être à mon anniv quand j'avais 13 ans, je crois. C'est, allez, tu as bien une petite coupe de champagne quand même. Ouais, puis après, les adultes, ils te voient danser et tituber et puis ils se tapent des barres. Et puis après, moi, je me tapais des bières en solo à 15 piges dans mon lit, tu vois, genre, gros terrifiant, terrifiant. Mm. J'étais pas bien. Bah non, non, t'es pas bien quand tu bois de l'alcool jeune comme ça. Ah non, on t'a drogué involontairement, genre en Puis le vrai. Porto, c'est fort, hein. T'imagines, tu tapes un repas comme ça qu'il y avait dans le frigo, mais en fait c'était bourré de bœufs et en fait t'es complètement défoncé alors que tu Ouais. fumes jamais, genre t'es drogué à ton insu, genre c'est pas normal. Et j'ai eu droit à de l'alcool de prune fait maison en dessert. Mais wesh, ils voulaient te tuer ou quoi? Après, ouais, plus tu remontes à l'ancienne, plus ça cuisine avec de l'alcool de fou là, de Mirabelle. Ouais, mais quand Ça tu. met de l'alcool dans tous les repas en vrai, les gosses c'est juste ils mangent les repas qu'il y a à la maison, les bœufs bourguignons et tout, c'est juste blindé d'alcool. Non, mais en vrai, quand tu cuisines l'alcool, ça va, parce que quand tu le fais chauffer, l'éthanol, il se barre et tout, donc ça bourre pas la gueule, tu vois. Par contre, ça t'offre un petit verre de prune à la fin, c'est pour te tuer, ça. De bon français Vive la pur vie en souche. Bourgogne. Ah ouais, putain, Saint-Jacques-Clément, c'est chaud, ça. En Bourgogne tu peux pas être sobre, c'est pas possible. Moi, pas d'alcool jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ah La non. Bourgogne c'est un gros cubi comme ça. Ouais, c'est ça. Des plus grosses terres viticoles du pays, la Bourgogne, hein. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Il y a des endroits comme ça, c'est pas facile de pas Moi, boire. pas d'alcool jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais après, il y a des trucs aussi, tu sais, on peut pas non plus, tu sais, il y a des trucs aussi génétiques, j'ai l'impression. Même quand t'arrêtes un truc, t'es pas obligé de t'y tenir à 200%. Genre, je sais pas si c'est précis. Genre, En tout cas, pour l'alcool, ton truc, ça marche pas. bah, tiens, il dit qu'il a arrêté, mais qu'il a repris il y a pas longtemps. Et j'imagine qu'il peut réarrêter. Enfin, il y a un truc un peu, Ah, ça dépend qui aussi, tu vois. je sais pas. Moi, je sais que c'est un cauchemar. Moi, dans ma famille, j'ai des alcooliques qui font des bons comme ça et qui finalement ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent. Et puis ça leur va bien aussi comme ça, quoi. T'as pas d'alcool, tu reçois mal le copain du village. Bah ouais, c'est perçu comme ça. C'est quoi, y a pas à boire? Ah bon, que à manger? Comment ça? Ah, trop bizarre, hein. Trop bizarre cette saucisse, hein. Ou un rôle particulier parce qu'elle condense une symbolique de la force, de la transmission, du sacrifice et de la continuité. Dans beaucoup de cultures, manger de la viande ensemble, ça revient à affirmer une communauté de chair. On partage un corps mort pour réaffirmer un corps collectif vivant. Le repas de fête, et Noël en particulier, est saturé de cette logique. Volaille farcie, rôti, foie gras sont autant de plats centraux, lourds, copieux, autour desquels s'organise la table. Refuser de manger ça, ce n'est jamais perçu comme refuser de manger un aliment, c'est toujours perçu comme refuser une forme d'incorporation commune. Dans beaucoup de sociétés, le fait de partager une substance alimentaire produit une parenté réelle. On a par exemple en Algérie et à d'autres endroits du monde musulman l'exemple des frères et sœurs de lait. C'est-à-dire que deux enfants nourris par le même lait deviennent parents, deviennent littéralement frères et sœurs. Cette Mm. parenté-là, elle est reconnue socialement et parfois juridiquement. Elle produit des interdits, notamment l'interdiction du mariage, ce qui place le lait comme une substance de parenté et pas juste comme un symbole abstrait. Avoir été nourri par le même corps, ça fabrique un lien aussi fort que la filiation biologique et même ponctuellement considéré comme encore plus fort. Et quand on s'équipe de cette grille de lecture, il y a beaucoup de tensions autour de la table qui deviennent lisibles. Les conflits autour des régimes alimentaires, des pratiques religieuses, des allergies, des choix éthiques, l'insistance des autres à goûter, à manger quand même un petit peu pour faire plaisir, une Ouais. cuillère pour papa, une cuillère pour... Ah ouais, ça casse les couilles. Tu veux pas te bûcher de Noël? Vas-y, prends juste une cuillère pour goûter. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, Je suis tombé en dépression il y a un an, j'ai refumé et je me suis mis dans la picole. Ouais, oui, c'est ce que j'avais pas pris en compte aussi. Mais moi, après, je suis pas concerné, mais je vois le truc. En fait, oui, quand tu fais des va-et-vient, c'est aussi parce que tu as un terrain fertile à ça et du coup, il y a cette facilité aussi à retomber. Ah, putain, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. En tout cas, l'alcool, gros, ah. Il Moi, n'y a rien d'insurmontable. Y a rien non d'insurmontable, plus mais- Il n'y a rien de définitif à une reprise d'alcool non plus. Donc, faut aussi savoir se relâcher la pression. Aussi. Avec modération, quoi. Avec modération. Ouais, mais gros, on n'est pas concerné, c'est un peu facile. Moi, je suis aussi. concerné, frère. J'étais alcoolique pendant je sais pas combien Non, de mais temps, là, frère. c'est facile, mais quand t'es dans le truc aussi. Moi, je dis, respect si. Même si t'as repris, c'est pas définitif, c'est tout. Ça veut dire, c'est pas. Oui, Tout oui. le monde tourne pas autour d'une reprise et si t'arrêtes, voilà, tant mieux. Ah, c'est pour ça que c'est toujours à surveiller, quoi. C'est toujours à surveiller. Moi, ça me terrifie. Ça me terrifie, gros. J'entends alcool, je suis terrifié, gros. J'ai des PTSD de l'époque, vraiment, ça me terrifie. Genre, Ça va rester festif, la drogue et l'alcool.
Bah ouais, finalement, ouais, au bout du bout, ouais, mais c'est pas le cas pour beaucoup de gens. Ouais. C'est festif, mais après, c'est détourné à mort. Puis même ça, c'est piégeur, tu sais, genre ça doit rester festif. Moi, j'en ai connu plein qui disaient ouais, l'alcool c'est festif, machin. Ça se mettait des grosses murges en soirée 3 fois par semaine et c'était incapable de se passer d'une seule de ces soirées, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai aussi, genre. Puis des fois, du coup, quand il y en a qui disent que c'est festif, ils attendent la soirée pour se mettre une méga murge de malade c'est ça, mental hein. et à devenir toxique de fou. Culpabiliser, ça sert à rien à part Voilà, c'est pas empirer une la situation. fatalité, Ouais, merci, ouais, ça, je sais, c'est pas une exactement. fatalité. Culpabiliser, ça sert à rien à part empirer la situation. Voilà, chill, J'avoue, chill, chill, chill. chill. Déjà, vous êtes en vie, vous êtes là avec nous. Chill. Ouais, Même à tous désolé, ceux qui désolé. voient les rediffs et tout. D'ailleurs, merci à Désolé. ceux qui voient les rediffs. J'ai vu que les rediffs sur Twitch, ça faisait un peu des vues, donc cool. Merci la team rediff, on est ensemble. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, 2 vidéos par jour. Et il y a un espace commentaire en plus. Ouais, mais même Turbo Boomer, si tu veux parler et tout, si tu veux Et un Discord si sinon. tu veux parler, ouais, si tu veux parler aux gens du chat, c'est ce que j'allais dire, rejoins le Discord. Touche à rien, Clioptus. Tu touches à rien. C'est moi qui fais le point Il ira d'exclamation. plus vite que toi, t'es trop long. Ouais. Non, Cleoptus, Touche non, pas ne à cède Clio. pas. Voilà. Oh, Tu peux rejoindre le joli. Discord Turbo Boomer. Il y a Issa Zelda dessus, il y a Jeanne, tout le monde est dessus. Donc même si tu veux parler ou quoi, il n'y a pas de galère. Tu sais, si tu te sens seul ou quoi, pas de souci. J'avoue. T'inquiète, on est là, on est là. Pour maman et une pour le petit Jésus. L'angoisse provoquée par celui ou celle qui mange à part dépasse les questions de politesse, c'est la peur d'une désaffiliation corporelle. Quelqu'un qui ne mange pas comme nous met en danger l'idée que nous forment un groupe collectif homogène. Et comme tout dispositif disciplinaire, la table ne régule pas seulement ce qui est mangé, elle régule aussi ce qui peut être dit. Il y a des sujets autorisés et des sujets interdits. Il y a des Ah choses oui. qu'on aborde à table et d'autres qu'on repousse à plus tard. Voire des choses qu'on ne nomme jamais. Essayer de dire vulve ou règle à table et c'est formidable ce qui se passe. Ces règles, elles sont rarement explicites, hein. Elles passent par des regards, par des silences, des changements de sujet, et puis des formules toutes faites du style c'est pas le moment ou on est à table quand même, etc. Le Ouais. repas familial, ça devient un espace de police douce de la parole, une scène où on apprend très tôt qu'il y a des choses qui sont dissibles et qu'il y a des choses qui doivent rester enfouies. C'est aussi pour ça que le repas de Noël, il est si chargé. Moi, du coup, au repas de Noël, je parle quasiment pas. Je rebondis sur quasiment rien. Je me mets en mode autodéfense. Je sais que ça va dire un nombre de dingueries à la minute. Toi, et il y a c'est 3 mots que tu dois pas insupportable. prononcer. Bah, tout ce qui est de gauche. Je suis le C'est seul vrai. gauchiste. Je suis le seul gauchiste de toute la tablée. On doit être 7 ou 8. Donc, non, je vais galérer. Moi, je dois me taire parce que j'ai déjà essayé de discuter et tout. Après, on me prend grippe et tout. Ça me prend trop la tête. Il y a beaucoup de 3 mots que tu dois pas Et dire. surtout, après, une fois que les vacances sont finies et que j'ai fait mon petit militant politique avec la famille, je suis en dépression totale pendant 2 mois. Après, j'en peux plus. Genre. Ah, Donc, c'est- non, cette fois-ci, je vais bien me taire. Je vais fumer, je vais me coucher tôt. Et voilà ma technique. Je vais être fit. Je vais Ouais. être fit. Tout va bien se passer. Je vais me ménager moi-même. Ah ouais, genre, je vais préparer le truc là, parce que la dernière c'était chaud. Effectivement. Il rejoue en condensé l'ensemble de ces mécanismes-là. La dette, l'appartenance, la hiérarchie, la chair commune, les silences imposés. On vous nourrit, donc vous êtes censé être là. Vous êtes censé manger, vous êtes censé taire certains sujets, mais ne surtout pas quitter la table, et tout ça pour ne pas faire suspecter une volonté de votre part de rupture du pacte familial. C'est pour ça que, pour beaucoup de personnes, Noël, c'est pas seulement une fête. C'est un rappel brutal des contrats invisibles qui les lient à leur famille. Des contrats qu'on a signés très tôt, souvent sans consentement, parfois simplement en avalant ce qu'on nous mettait dans l'assiette. Et quand on est enfant, ça passe tout seul, sans qu'aucune brutalité ne soit apparente. Et puis du coup, quand on commence à s'autonomiser, encore plus si on n'arrive plus à être aveuglé par la magie de Noël, ça devient autre chose. L'année où je donnais ce cours sur la commensalité, et particulièrement cette partie-là du cours sur Noël, j'avais un étudiant brasa congolais très pieux et très fier qui participait beaucoup. Quand on parle de bouffe, en tant que prof, c'est hyper important d'avoir plein d'étudiants qui viennent de plein de cultures différentes parce que c'est des trucs hyper ancrés et sacralisés dans chaque culture. Et là, le but du cours, c'était d'être très global. Et c'est marrant parce qu'il était copain avec un autre étudiant béninois qui était arrivé en France la même année que lui. Et il y a un moment où, on avait fait un cours sur la purification de la volaille et les deux étaient tombés de leur chaise quand ils ont appris que les blancs ne lavaient pas le poulet. Le débat a vraiment duré toute l'heure. Bref, donc à ce moment de l'année, on parlait du repas de Noël et de l'Aïd, de ce qui se transmet. D'ailleurs, pas que le poulet, que les blancs ils lavent pas, faut laver le riz. Le riz, faut le laver, faut le rincer plusieurs fois, faut pas le manger comme ça. Et si vous parlez à des quinfris, ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire, faut laver le riz et le poulet aussi, faut le laver. C'est important. Pas comme les Américains avec du liquide vaisselle, juste faut le rincer, tu vois. Mais le riz aussi, c'est très important. Faites ça.
met à table de la manière dont ces espaces deviennent des espaces de transmission de classe, de genre, d'âge, etc. Et lui, cet étudiant Brazza congolais dont je parlais, il intervient et il dit « Eh ben moi je suis pas concerné par ce que vous dites ». Alors je lui demande pourquoi, et il m'explique que chez lui ça n'a rien à voir. Parce que chez lui c'est pas le repas qui est au centre à Noël. Alors je précise que chez lui, je pense pas que ça voulait dire au Congo-Brazzaville, mais je pense que ça voulait dire littéralement chez lui, hein, dans sa famille protestante, dont j'ai cru comprendre que en gros c'était une famille évangélique quoi. Et donc il me dit bah chez moi on va dans la maison la plus grande de la famille, il y a toutes les femmes qui ramènent des trucs à manger, donc il y a bien à manger au centre de la table, mais c'est pas ça qui compte, parce que ce qui compte c'est la parole. Et donc là il faut comprendre qu'il dit la parole avec un P majuscule. On se réunit pas pour manger, on se réunit pour se nourrir de nourriture spirituelle, pour lire et pour parler des évangiles. Le repas il est juste là pour qu'on soit ensemble, mais c'est la parole qui nous nourrit. Et moi sur le moment j'ai trouvé ça beau, l'idée d'un repas qui, grâce à la communion spirituelle, échappe à tout ça et à toute cette transmission et cette reproduction des hiérarchies sociales. Et donc d'un moment qui serait vraiment un moment de partage horizontal sans hiérarchie, sans jugement et sans apprentissage forcé. Et puis, à force qu'il me raconte plus en détail comment se passe le repas, je commence à comprendre que la situation elle n'est pas si différente que ce qu'il pense. Parce que se nourrir de la parole, a fortiori dans une société patriarcale, concrètement, ça veut dire quelqu'un qui parle et les autres qui écoutent. On a bien quelqu'un qui lit le texte, donc on a choisi l'extrait, la traduction et la tonalité, et surtout on a quelqu'un qui donne l'interprétation qu'il faudrait qu'on ait collectivement du texte. Et donc on a bien quelqu'un qui dit ce que ça signifie, ce qu'il faut en retenir, et comment il faut vivre. Et tout ça pendant que les autres se taisent, acquiescent, reçoivent. En fait, ce qu'il décrivait comme une échappée hors du dispositif comme en salle classique, eh ben, c'en n'était pas vraiment une. On n'était pas du tout face à une absence de hiérarchie, on était face à une hiérarchie tellement intégrée qu'elle en devenait presque invisible. Parce que se nourrir de la parole, dans un cadre religieux structuré, ça suppose toujours, comme on vient de le dire, une organisation très précise de la distribution de la parole. Et là encore, on retrouve exactement la même logique que dans celle du repas familial contemporain, laïque, classique. Une logique de transmission d'autorité et d'incorporation. Une technologie de l'autorité qui transmet toujours la manière légitime de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui est attendu de nous. Moi qui ai grandi dans une famille qui n'était pas franchement religieuse, j'ai toujours perçu que la seule modalité qui permettait d'apprécier Noël sans voir toute cette pression et toutes ces injonctions implicites, eh ben, c'était la magie de Noël. Et donc ça passait beaucoup par le fait de croire au moins un peu au Père Noël. Ce qui me rendait Noël supportable, c'était l'adhésion à une mise en scène collective dans laquelle chacun occupe un rôle attendu et compréhensible. La magie de Noël, ça opérait comme une espèce de suspension critique qui agit comme un anesthésiant social. C'était ce qui permettait de rendre la table plus supportable et puis de manger sans interroger frontalement ce qui est en train de se transmettre. Et en fait, en discutant avec cet étudiant, j'avais complètement oublié que certaines familles n'étaient pas aussi cyniques que la mienne, qu'il y avait tout un tas d'abstractions religieuses, idéologiques, culturelles, qui pouvaient représenter un idéal vers lequel tourner notre contemplation pendant un repas de fête. Quelque chose qui dépasse la table et qui justifie qu'on soit là. Dans certaines familles, c'est Dieu, c'est la parole, c'est la communion des âmes, et dans beaucoup d'autres, c'est la famille elle-même, érigée en valeurs sacrées. Et ailleurs, parfois, c'est le travail, la réussite, la transmission d'un patrimoine ou d'un statut, la fierté, etc. Tout ça, c'est des cadres qui ont l'air très différents, mais qui remplissent la même fonction. C'est de donner à la réunion un sens qui permet de ne pas voir ou de rendre supportable ce qui s'y joue réellement. Et je précise que je dis pas ça avec mépris, hein. Au contraire, je pense que ces cadres-là, qu'ils soient religieux, familiaux, idéologiques, etc., bon, ils ont une fonction protectrice réelle. Ils permettent de traverser le dispositif sans le voir et d'être ensemble sans que la question de pourquoi on est ensemble devienne trop pesante. Parce que finalement, quand il n'y a pas ces cadres-là, Noël c'est juste chiant pour tout le monde, mais ça existe quand même. Le problème c'est justement le moment auquel, pour certaines personnes, la fiction arrête d'opérer. Quand on est queer, psychiatrisé ou neuroatypique, quand on est le conjoint ou la conjointe racisée d'une personne blanche invitée à son repas de Noël, ou quand on est l'enfant racisé adopté par des parents blancs, bref, dans toutes les situations imaginables de minorisation, le moment où la fiction commune s'effondre arrive plus souvent plus tôt que pour les autres. Il arrive plus tôt parce qu'on a grandi en percevant un décalage que les autres ne voyaient pas ou qu'ils refusaient de nommer. On a pu apprendre plus tôt que les autres à repérer les non-dits, les attentes implicites et la manière dont les règles ne s'appliquent pas de la même manière à tout le monde. Du coup, le dispositif du repas de famille, on le voit pour ce qu'il est, bien avant d'avoir les mots pour le décrire. Et Noël, qui est censé être un moment de suspension joyeuse, devient au contraire un condensé des violences familiales ordinaires, version intensifiée. Ça devient un moment où toutes les normes sont rejouées en même temps sous une injonction à la joie qui rend la critique inaudible. Si on exprime un malaise, on casse l'ambiance. Si on refuse de jouer le jeu, on devient un problème. Le moindre écart au script est très rapidement surinterprété. Un retard, un silence... Ouais. Oh putain. Qu'est-ce que t'es en train de doomer de fou? Tu comprends? C'est exactement ce que je m'apprête à vivre. Ouais, bah oui, c'est trop précis. C'est trop précis. C'est douloureux, tant de précision.
C'est terrible. Ah, je note, t'inquiète, Issa, je couperai les... Ah ouais, putain, d'accord, donc 40 aussi. Je note les timecodes pour couper pour la rediff. Ah ouais, ça va être galère. Ça. Aïe, ah. Je pourrais le faire sur Non, YouTube. mais ça va être trop galère, mec. Aïe, ah. Comment tu veux couper ça? Eh gros, Issa, non, mais pas... Faut pas... Fais ça dans le Discord, Ouais. fais ça dans le Discord. Ou chuchote lui, tu peux pas lui chuchoter par MP. Non, je crois qu'il a bloqué les chuchotements. Je m'en tape, tu t'en tapes. Mais quand même, ouais, t'as liké Après, ton on n'a blast pas dans beaucoup le de chat. viewers, mais... On n'a pas beaucoup de viewers, mais quand même, c'est... Aïe. Non, je peux pas chuchoter. Aïe, ah. On supprime les messages. De toute façon, c'est trop tard que les obtus Ouais, sont ils ont été passés. affichés sur l'écran, en fait, c'est pour ça. Ouais, parce que regardez, il s'affiche sur l'écran tous les messages, là, ici. Donc, ouais, C'est bon, mettre l'heure du stream, et puis je vais... j'ai je ferai noté un là. petit trou. Je vais mettre aussi mon crayon, déjà. Ouais, je t'ai pété ton cri, ouais, je l'ai perdu. Ouais, il est là. Tiens. Mais ouais. Ah, mes profils sont filtrés. Ouais, mais quand même, t'as liké nom, prénom, c'est chaud. Je peux pas laisser ça. Là, tu vois, la rediff Twitch, bon, c'est privé, tu vois, y a personne qui va la voir, ça va aller, tu vois. Par contre, si on coupe l'extrait qui finit sur YouTube, c'est hoche. Aïe, Les ah. profils sont filtrés. Mais bon, Bon, de toute façon, on a fait une pause dans la vidéo, ça demandera De 2 toute façon, secondes de montage. C'est pas ouais. grave. c'est pas grave. Désolé, non, pas de soucis, Non, t'inquiète. t'inquiète. Un refus de se resservir et on nous fait comprendre qu'on a rompu quelque chose. Quelque chose qui n'était pas très bien identifié, mais que c'est très grave de l'avoir rompu. C'est, entre autres choses, ce qu'on inclut dans la notion de stress minoritaire. C'est devoir gérer en permanence un environnement qui n'a pas été conçu pour nous, tout en sachant que si on flanche, ça sera lu comme une défaillance personnelle et pas comme l'effet d'un contexte hostile. À Noël, ce stress, il est maximal parce que le cadre est saturé d'attentes et que la marge de manœuvre, elle est quasiment nulle. Les contrats familiaux qu'on a signés très tôt sans savoir et donc sans pouvoir objecter qu'il y a des particularités individuelles auxquelles il aurait fallu s'adapter, et bah, ils deviennent extrêmement pesants. Et rapidement, toute prise de distance va avoir un coût énorme. On peut pas juste moins venir, parce que chaque retrait est lu comme une trahison. La culpabilité qui accompagne ces choix, elle vient de décennies d'apprentissage à obéir et à faire semblant. L'injonction à la convivialité devient violente parce qu'elle est aussi prévue pour agir comme un mécanisme de neutralisation. Et sortir de la neutralité, ça nous amène à être marginalisés, voire pathologisés. À coup de petites phrases du style fais un effort, arrête de faire ta crise, arrête d'être toujours négatif, c'est Noël, il faut s'adapter, etc. Sauf que s'adapter, justement, c'est pas une option qui est disponible pour tout le monde de la même façon. Pour les personnes neuroatypiques, le repas de Noël cumule à peu près tout ce qui peut saturer un système nerveux. La surcharge sensorielle, qui passe par les lumières des guirlandes, le bruit des conversations simultanées, les odeurs mélangées, la chaleur, les vêtements de fête qu'on nous demande de porter. Un cerveau atypique, il est pas Aïe, fait pour... putain, mais wesh, toi, Pour t'as faire des tout. vêtements de fête. Toi, t'as tout, les Non, j'ai vêtements eu de une fête seule et tout. année, on m'a fait le truc Ah, des yeah. pulls de Noël. En fait, t'as cru que c'était traditionnel chez moi, quoi. Bah ouais, bien sûr. Non, pas du tout. Bien sûr, j'ai cru chacun avec son petit bonnet, son petit machin, son petit truc, et puis il le met chaque année. Et voilà, c'est la bonne tradition, et puis on soupe tous ensemble. Faut doser, quoi. Faut doser. Mais je pensais, moi j'en sais rien, gros. Non, il y avait à une époque, on faisait des thèmes, en fait. Et même une fois, c'était déguisé et tout. Enfin... Bref, excuse-nous. Excuse-nous. Fête pas Noël, tu sais pas à quel point hein, c'est familial comme ambiance. Moi je fais pas Noël, je mets pas de cadeaux. C'est hyper familial comme ambiance, c'est genre la troupe, c'est le clan, tu vois. Ouais. Je voudrais pas qu'il y ait des vidéos de trucs qui leak, quoi. Moi ça me fait des PTSD, les fêtes de Noël. Hein. Toujours des parfums Scorpio là. Aïe aïe aïe, dur. Et puis en plus ça te regarde bizarre hein, si tu fais une sale tête pendant Ça le tape dans cadeau. mille, hein, ouais, ça vise juste. Ouais, ça vise juste. Hein. C'est précis. C'est super précis. D'ailleurs, on se tait, on écoute religieusement. Ça fait 17 minutes 45 qu'on se tait, qu'on même écoute. si je hein. loue un peu, ma foi, mais bon. Ouais, t'inquiète Allez. après. On mettra de la musique rigolote après. filtrer toutes ces informations, et donc tout arrive en même temps, au même volume, pendant des heures. Et puis la durée, l'imprévisibilité des horaires, l'impossibilité de s'isoler sans que ce soit remarqué ou commenté, sans compter l'effort monumental à fournir pour le masking qui tourne à plein régime, parce qu'il faut sourire, répondre, paraître détendu, montrer de l'enthousiasme, ne pas gâcher l'ambiance. Le masking, c'est quand Jordan Bardella il sourit. C'est ça le masking. C'est... Tu fais semblant d'être à l'aise alors qu'en vérité t'as vraiment envie de crever et de disparaître. Petit diablotin comme ça. Quel enfer. Ah, je rigole. Ah, c'est un super bon moment. Ouais. Il est pire encore. Je crois que c'est son visage aussi. Mais...
Ah, c'est un super J'aimerais bien, moment, vraiment. j'aimerais bien avoir un vrai sourire sincère de Bardella, peut-être un moment où il se tape une barre au milieu d'une discussion. Parce que normalement, ça doit ressembler à peu près à ça, son vrai sourire. Mais lui, il force tellement chaque trait Ouais, de son visage. c'est un faux sourire, je t'ai dit. Il y a Ouais, c'est un faux En sourire, mais, fait, les 120 000 balles, il y avait au moins 40 000 balles pour un mais chirurgien et des plaques en métal contrôlées à distance. ouais, je crois qu'il y a ça, parce que moi, mon Pas faux possible. sourire, il ressemble à mon vrai sourire, quoi. Ouais, au moins Logique. un sourire un peu qui ressemble à un vrai sourire. Tu vois, lui, on dirait un sourire de robot. C'est terrifiant. Mais- Mais où trouve-t-on toute cette énergie? Ça, c'est clair. Hein. Où? Je sais pas ce que ça veut dire. Putain, Turbo Boomer, je crois que tu portes bien ton nom. Elle t'a envoyé, ouais. Elle va te liquer son fax et tout. C'est pas possible. Turbo Boomer. Enfin, C'est vrai elle t'envoie son numéro de téléphone fixe dans le chat. Genre, s'il te plaît. S'il te plaît. Et même, t'as pas Discord, Turbo Boomer. Je sais pas, tout le monde a Ça se Discord. télécharge sur l'ordi ou sur le téléphone. Discord. C'est juste une boîte de messagerie. J'ai pas de fixe. Ouais, Jeanne, elle a raison. Stop. Personne. Allez sur Discord. Discord en plus, c'est trop simple. Ouais, tu t'inscris, c'est comme Facebook, et puis Ouais. t'as une boîte de messagerie. Et puis en plus, on est tous dedans. Donc, Ouais, on est tous là sur Discord. Même nous, on est là. Et même si tu veux de l'aide pour créer un Discord, on peut t'aider. On va te faire un tuto en live sur comment créer un compte Discord. Si vraiment tu sais pas. Ok? Moi j'y suis. Baby, on y est tous. On y est tous. même moi, ça fait une semaine. Non, j'ai pas Discord. Je ne recherche pas forcément le contact. C'est comme tu veux. Mais si tu as besoin de contact, tu peux en avoir, hein, tu sais. Oh, tu cherches quand même un peu le contact. Ouais, tu cherches quand même un peu, Turbo Boomer, arrête. Si ça Zelda, elle t'envoie les trucs, t'es en mode ok, je veux bien, finalement, je veux bien. Turbo Boomer, tu arrêtes. Tu arrêtes ce cinéma maintenant et tu rejoins le Discord. Je peux te faire un tuto si tu veux, si t'as pas de compte Discord. Vraiment. C'est un autiste, c'est compliqué. Mais on en a un autre qui a Discord. On a des personnes autistes dans le chat. On en a. Et ils ont des Discord. En plus, Discord, c'est bien the place to be pour les gens un peu awkward socialement. Tu vois, Issa Zelda, bah voilà. Je m'en sais même pas à toi en plus, mais. Ah, ya. Et tu vois, toi, t'as un Discord. Voyons. Allez, on se met Allez. ça. On arrête le tunnel. Stop. Tout ça, ça a un coût très concret qui se paie le plus souvent pendant plusieurs jours après. D'autant plus que pile une semaine après, il faut réussir à se taper le nouvel an. Pour les personnes queer, c'est autre chose, mais c'est pas moins épuisant, parce que c'est devoir surveiller en permanence ce qu'on dit, comment on le dit, quel sujet éviter, comment adapter son langage quand on a appris l'habitude de s'entourer de personnes qui comprennent nos enjeux et de personnes qui savent les exprimer. C'est encaisser les remarques, pourquoi t'as toujours pas de copine, c'est quoi ses cheveux. Et vous saviez que Brigitte Macron en fait c'était un homme. Bref, à ces moments-là, on a une demi-seconde pour décider si on relève ou si on laisse couler. Et puis pour les personnes trans, c'est aussi parfois entendre son dead name à longueur de journée, les mauvais pronoms à chaque phrase, tout ça pendant des heures et en sachant que si on corrige, ça va créer un incident. C'est devoir scanner en permanence qui sait quoi, qui pourrait dire quoi, et si ce silence il est hostile, malaisé ou juste indifférent. Dans les deux cas, ce qui se joue c'est la même chose, devoir fonctionner dans un environnement qui n'a pas été pensé pour nous, sous pression sociale maximale, sans possibilité de retrait, et en sachant que le moindre signe de fatigue sera interprété comme un problème personnel plutôt que comme l'effet d'un contexte hostile. Alors la question qui se pose assez souvent et chaque année, c'est est-ce qu'on y va? Alors, on se pose rarement exactement la question dans ces termes-là, parce que la question, elle reste quand même taboue, en fin de compte. Noël, c'est un de ces événements sacrés qui fait que les amitiés, elles sont précaires parce qu'elles ne commandent pas de réunion annuelle obligatoire, mais que la famille, elle tient longtemps. Tout le monde est là et tout le monde doit être là. C'est l'occasion de se voir et puis on fait pas ça tous les jours, donc si tu viens pas, c'est que vraiment la famille, ça compte pas pour toi, en fait. Ce récit... C'est que des trucs que t'entends tout le temps, gros. C'est trop précis. C'est trop précis. Ça y est, ma brain. Il est Ouais, tellement moi, je suis un ancré. peu deg parce que nous, ça nous dégomme parce que c'est méga précis. Ah ouais, moi ça me dégomme, hein, ça vraiment. Et le truc, c'est que ça serait parfait si un droitard s'est tapé cette vidéo en entier. Bah ouais. Putain, En fait, nous ça. c'est pas tombé que dans l'oreille. Enfin, quoique, la gauche en a profité. Mais bon, Ouais, parce que Clio, ça c'est pas du tout comme la vidéo d'avant. La vidéo d'avant de Ça, c'était marrant, il rigolait un peu. Là, vraiment, il nous crache toute la dure réalité de cette société de merde en plein visage et on prend cher, là. On prend cher. ouais, mais c'est dans le thème, c'est bientôt Noël. C'est dans le thème. C'est l'avant-dernier jour avant la pause de stream. Après les 2 mois de run qu'on a fait. Donc, parfois, T'as pas de il pause faut de... des difficultés. Tes droitards Si, peuvent pas nous entendre deux, cette c'est vidéo. fini, nous deux, le stream. C'est fini.
C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. On arrête. C'est terminé. Merde. Pendant 2 semaines. Ouais, non, mais oui, c'est basé, la violence capitalistique de Noël aussi. Mais De oui, ouf. tout est précis. Tout est précis. Même Issa Zelda, t'as raison, Ça d'être aurait trop tard, pu il pourrait ça, pas mais écouter ça. T'inquiète. Turbo Boomer, les chuchotements, ouais, c'est dans tes Dans les paramètres. paramètres, ouais. C'est dans tes paramètres Twitch. Une fois que tu actives les chuchotements, ça veut dire qu'on peut t'envoyer des messages sur Twitch. Donc Issa Zelda, elle peut directement t'envoyer un message sur Twitch. T'as même pas besoin de créer un autre compte ou quoi. Attends, tu sais quoi, je vais... Turbo Boomer, on va chercher comment activer les chuchotements sur Twitch. Allez, c'est parti. La solidarité en marche. Comment activer les chuchotements sur Twitch. Partez pas ce killer. Attends, attention, on revient. Hop. Alors. Voilà. T'inquiète pas, Turbo Boomer. Alors. Première étape. Voilà, t'es sur ton compte. Tu vas dans les paramètres. Tu peux aller dans les paramètres. Dans paramètres, tu vas dans l'onglet sécurité et confidentialité. Et dans la section confidentialité, tu coches l'option, enfin tu désactives l'option bloquer les chuchotements des étrangers. Et normalement c'est bon. Ou au pire, juste tu cliques sur le pseudo d'Issa Zelda, tu la suis et normalement tu pourras. Je pense que tu peux carrément faire ça, ça ira même plus vite. Parce que c'est les non suivis ou les non abonnés. Tu vois, donc t'as les deux méthodes au choix. Ouais, bouh, ça bloque les étrangers. Ouais, c'est quoi l'option de raciste là? Ouais, de ouf. Tu cliques sur le nom de Issa Zelda là dans le chat, tu fais suivre et normalement elle pourra chuchoter quoi. Du coup, tu pourras parler comme ça sur Twitch. C'est bon pour toi, Turbo Boomer? Dis-moi que c'est bon, pitié. C'était le service technique. Allez, relance. Allez, je relance. Est tellement culpabilisant qu'avant même d'avoir eu l'opportunité de prendre une décision, on se sent coupable d'avoir envisagé de pas y aller. Sauf que, au cas où ce serait pas clair pour vous, Noël c'est pas une obligation légale. Personne peut vous forcer à être quelque part, et la réalité c'est que même si on vous en veut, vous savez très bien que, enfin, dans la plupart des familles en tout cas, dès que le printemps va commencer à pointer le bout de son nez, tout le monde aura oublié que vous avez raté un repas qui était franchement même pas mémorable. La culpabilité que vous ressentez, elle est fabriquée par le dispositif familial et tout ce qu'il charrie d'attentes sociales plus ou moins explicites. C'est l'illustration parfaite du conditionnement à l'obéissance produit par les années et qui fait que même une fois devenus adultes, la plupart des gens, et surtout les personnes affabes ou autistes, continuent de percevoir comme un danger absolu le fait de désobéir à une injonction de ses parents. Alors évidemment, ça veut pas dire que cette attente, elle est pas réelle, elle est très réelle, mais elle n'est pas une preuve que vous devez y aller. Elle est la preuve que le système produit les attentes qu'il est censé produire à travers les figures familiales qu'il fabrique. Et croyez surtout pas que vous êtes seul à contempler l'idée de ne pas y aller, parce que rien qu'aux États-Unis, il y a plus d'un quart des adultes qui ont coupé le contact avec au moins un membre de leur famille. Et évidemment, les personnes LGBTQIA+, elles sont massivement surreprésentées dans ces statistiques. L'éloignement familial, c'est pas une anomalie, c'est une réalité assez banale, aussi bien aujourd'hui que chez celles et ceux qui nous ont précédés. Ne pas y aller, ça a un coût, hein. Clairement, ça peut vous valoir des reproches, des silences, des questions un peu intrusives, des tentatives de minimisation face à vos explications. Tout ça, ça crée des tensions qu'il va falloir gérer aussi bien en face des autres que vous-même, vis-à-vis de vous-même. Mais il ne faut pas que ce coût potentiel-là efface dans vos réflexions le fait que, y aller, ça a un coût. Ça peut générer des moments en famille propices aux reproches, aux silences, aux questions un peu intrusives, aux tentatives de minimisation face à vos explications, et tout ça, ça crée des tensions qu'il va falloir gérer aussi bien en face des autres que vous-même vis-à-vis de vous-même. Et pour peu que vous soyez dans une des catégories qu'on a citées plus tôt, il faut ajouter ça à l'épuisement, au masking, à la surcharge, etc. Sans compter des conséquences parfois beaucoup plus long terme aussi. Le burn-out post-fête de fin d'année, c'est un vrai truc qui existe, hein. Donc la question c'est pas vraiment est-ce que je devrais y aller, c'est plutôt quel coût est-ce que je suis prêt ou prête à payer. Le burn-out post-fête de fin d'année. Bah, oui, Tout est trop précis. Tout est trop Ah précis. ouais, on a pu pré-shot un peu le truc, c'est vrai que... Après plusieurs fêtes de Noël en étant politisé de gauche, je peux dire que j'ai souffert.
Bah ouais. que cette année j'y vais avec une grosse armure et avec. Après, tu tankes, t'es en pierre, quoi. Ouais, voilà. Je T'arrives suis de comme plus en Manuel plus en Bompard. pierre. Parce que rappelle-toi, bah, toi qui es mon coloc depuis tant d'années, tu m'as vu revenir de beaucoup de vacances, dans des états assez catastrophiques des fois. Et est-ce que je tank mieux? Hmm, Bon, tu vois, voilà, malheureusement. Et pourtant, j'essaye. J'essaye. pas au petit, pas au petit. En même temps, tu peux Bah, le pas. truc, c'est qu'il y a de la détresse et tout. Il y a beaucoup de trajectoires différentes. Il y a de la détresse, beaucoup. Donc, Après, tu peux essayer de te protéger, tu vois, mais quand t'es fondamentalement de gauche, même si, bon, t'es en mode ça servi à rien, t'as quand même de la peine, tu vois. bah oui, il n'y a pas que moi. Il y a les gens tout autour de moi. Bah, Puis, je les vois pas toute l'année. Ça me fait un peu un bandeau sur les yeux, sur leurs problèmes. Mais en vrai, c'est terrible, en fait. C'est aussi ça qui est dur, le poids du truc. Ouais. Merci à toi, Jeanne. On est ensemble. merci à Cléoptus. Je viendrai sur le chat jeux vidéo. Donc ça qu'on appelle vacances, ça a l'air si triste. Ouais, c'est un peu ça. Bah ouais, c'est une notion toute particulière, hein. Ah, surtout, en fait, le pire, c'est vraiment quand tu parles à des droitards de ta famille endurcis qui racontent conneries sur Ouais, parce conneries et que qui se alors, moquent de pour nous remonter le toi. moral, toi l'année dernière, t'es allé avec ta famille de gauche, c'était des profs carrément, ça s'est offert des bouquins de Horia Boutelja. Ouais, de ouf. Donc toi, t'as passé un super Noël avec une super famille. Ah, bon, mon Noël, il était super. L'année dernière, j'étais vraiment avec toute la bonne famille de gauche là, c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, parle-nous un peu de ça, qu'on se régale un peu, Ouais, qu'on rêve un peu de ce que ça pourrait parce être. que moi, voilà, bon, Noël avec ma daronne, c'est pourri. Par contre, avec mon oncle et ma tante, c'était trop bien. C'était trop bien. Genre, on faisait des jeux éducatifs et tout avec les gosses. On regardait la télé, on se moquait des sionistes et tout. Genre, ça s'offrait des livres de la fabrique, tu vois. Genre, vraiment, l'ambiance était géniale. Tout le monde rigolait, ça faisait des jeux de société et Ça tout. se Mais moquait genre, de Sarkozy. ouais, ça se moquait de Sarko. Genre, tout était trop bien. Ça regardait des vidéos du média le jour de Noël. Dites-vous, voilà, c'était ce tiers d'ambiance-là. Donc, c'était vraiment génial. C'était trop bien, on rigolait. Tout était trop cool, quoi. Et Oui, c'est possible, c'est comme l'amour, c'est possible. ça existe, ça Ça existe. existe. Ça existe, mais bon, avoir une famille entièrement de gauche, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est des conditions très très rares, quoi. Non, d'ailleurs, c'est pas. C'était des cousins avec ta tante et. C'était toute la même famille et toi, tu t'es incrusté dans le truc. Non, mais en gros, c'est. Oui, c'est ta tante, mais c'est le cousin, les deux cousins qu'il y avait, c'était les enfants de ta tante à chaque fois ou Ouais. c'était d'autres cousins? Ouais, non, c'était que les Ah, enfants donc de ma c'était une tante. famille bien de gauche et toi, tu t'es incrusté, t'étais C'est le ça. neveu, quoi. Ok. C'était la famille bien de gauche. C'est le frère de ma mère, le Donc grand ça frère de existe, ma quoi, mère. voilà. Ça existe. Vous n'êtes pas dedans. Bon, dommage. J'ai raté, j'ai honte. Qu'est-ce que t'as raté, Turbo Boomer? Huis clos, le truc. Les repas de Noël, c'est l'enfer. Moi, j'ai reçu le livre d'Idriss Aberkan à Noël. Waouh. Ah. Moi, j'ai offert le bouquin L'histoire de ta bêtise de Bégodeau à mon frère pour Noël. Ah, le cadeau de baiser. Ça, c'est vraiment un cadeau de fou. En plus, c'est moi qui te l'ai conseillé, ce truc, non? Je crois, je sais plus. Tu m'as dit, ouais, faudrait que je lui offre un truc et tout. Je t'ai dit, mais attends, il y a le bégot. L'histoire de ta bêtise, c'est pas mal. Et devinez le titre. Ah, je devinerai jamais le titre d'un livre Un d'Idriss livre Aberkan. d'Aberkan, j'aimerais bien. Bah, attends, on a fini la vidéo ou pas? Non, on n'a pas fini. Après, on se fera un petit tunnel sur Aberkan. Reconfigurer votre cerveau. Waouh. Ah, ya. Le message. Le message pas du tout subtil. C'était un conspi, c'est sûr. C'est sûr que c'est un conspi, t'as offert ça. Bah, gros, moi, j'ai offert Bégodeau à mon frère il y a 1 an, il l'a toujours pas lu, hein. Je vais pas te mentir. Je sais pas si le titre est choqué, après, c'est un droit tard. Et je pensais le brain un peu avec ça, mais ça a pas fonctionné. Peut-être qu'un jour il l'ouvrira. Pourtant, il adore les livres. Mais du coup, c'est Ouais, que des il romans, de adore la pas ces romance, livres-là. fantasy et tout. Ouais. Préférerais même Il lire. m'a demandé de lui conseiller des livres, et sauf qu'à chaque fois, il priorise la romance fantasy. Et quand je lui passe des livres, il s'en tape. Quoi. Pas gros, il est capable de lire des livres sur les succès de la marine. Genre, Ouais, il a lu le bouquin de Dassault carrément. Et à un moment, en pleine vacances d'été avec ma sœur, il faisait que de nous sortir des trucs du bouquin qui disaient De Gaulle, c'est quand même un grand mec qui a beaucoup fait pour l'armée et tout. Et le gars, on était en train de boire l'apéro, de manger des saucisses, et le gars nous dit ouais, De Gaulle quand même, grand homme, franchement. Insupportable.
Oui, ça a l'air intéressant, merci. Alors qu'on m'offre des livres que j'ai toujours dit de jamais lire. Aya. Ça fera du feu de bois. Bah, Ça ouais. fera du feu pour l'hiver. Ça fait un super cale-porte ou un cale-table, Ça, en caler plus, un c'est truc. con parce que c'est le genre de bouquin que tu peux même pas mettre dans les bibliothèques libre-service Ah de bah haut et non, tout, c'est parce du que poison. c'est du poison. C'est du poison. C'est comme si tu mets le livre de Sarkozy dans une bibliothèque en livre-service. C'est du poison. Ah ouais, Tu vois, tu souhaites du mal aux gens, quoi. Ouais. Oui, mais il me demande un tas de mots de passe, ça me trigger de fou. Ah, Non, mais ah, je suis désolé, Turbo Boomer. Je suis désolé. Je sais pas trop c'est comment. vrai que si t'as pas d'adresse mail et tout, c'est vite relou. Ah, après, vraiment, je suis à distance et tout, je peux pas t'aider, sinon je te ferais service après-vente et tout. Mais je suis désolé, Turbo Boomer, vraiment. Personne n'a jamais m'acheté un livre. Sérieux? Même pas un petit livre de la fabrique, comme ça. Ah, un petit livre de la fabrique, tu dirais pas non. Un petit Nicolas Framont, tiens. Si, gros, moi, je suis allé à l'hôpital. Moi, je vous montre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais, ouais, le baiser de la mort. Ça, c'est un truc de fou. Et dis pas ça, Turbo Boomer, sois pas trop dur avec toi-même. Ça va. Je vais offrir un livre féministe à mon fils aîné, Ces hommes qui m'expliquent la vie. Ah, ya. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai été à l'hôpital pendant une période, j'ai été paralysé. On m'a offert un seul livre dans toute ma vie. Ouais, le baiser de la mort. Gros, J'ai c'est besoin pas gentil. j'ai besoin de vous expliquer ou pas? En plus, il est grand. Oui, c'est parce que je suis grand. C'est parce que je fais 1m86. C'est un livre de Grand Corps Malade qui s'appelle Patient. Ah, regarde, Jeanne, regarde bien. Regarde bien. Patient. Ça parle de la vie d'un patient à l'hôpital. Genre. Après avoir passé 3 mois à l'hôpital et 1 an en rééducation, je vais me taper un bouquin de Grand Corps Malade. C'était vraiment pour me faire déprimer encore plus, quoi. Mais bon, famille de droitard, on m'offre des bouquins de droitard, quoi. C'est comme si, genre, ta famille, tu sais, tu pues de la gueule, du coup, elle t'offre un bouquin, comment bien se brosser les dents. Un truc comme ça. Ah, ya. Grand corps malade. Ouais, ouais, mais genre, tu sais, le décalage, genre, pourquoi ça? Fils aîné a tendance Pour moi, à... c'est vraiment une incompréhension, un truc de droitard qui s'est dit peut-être je vais bien faire et tout, je sais pas. T'es grand, t'es malade. T'as un grand corps, t'es malade, je vais t'offrir un livre de grand corps malade. Ouais. Tiens. Mon fils aîné a tendance à me faire des leçons de morale à 2 balles. Ah bah du coup il l'a pas volé son livre. Fallait bien qu'on lui Ouais, explique surtout un peu. si c'est des leçons de morale pourries, encore si t'attraperais par ta gauche. Ouais. S'il te disait tu ne trouves pas que tu cèdes un peu à l'oppression du capitalisme, maman? Ça m'étonnerait. Ça c'est plutôt, Ce serait un régal. c'est plutôt du genre des gosses de Jeanne ça. Maman, ne reproduis pas. Ne reproduis pas le patriarcat Bah ouais. sur ta fille. Ah, tu sais de ça. Ça serait une dinguerie. Ça arrive, hein. Ça arrive. Des fois tu peux avoir des Bah gosses. oui, non mais plus grand peut-être, je sais pas. Ouais, je m'imaginais un gosse vraiment gosse aussi. Qui Ouais. fait des petites leçons de morale, genre... Écoute, moi, mon cousin, Nanana. mon cousin, il a offert 3 livres de la fabrique à sa daronne, tu vois, normal, Il a ça 30 va. ans, quoi. Ah, oui, bon, toi aussi t'as quasiment 30 ans. Ah, putain, je suis désolé, Turbo Boomer, je peux pas faire de debugging, je sais pas ce qui se passe. Surtout que je suis féministe 2.0. Ah bah. Ah ouais, là, il peut pas te trigger. Non, mais ça te fait des leçons de morale et tout, genre, en gros. S'il te plaît, s'il te plaît. Attaque-moi par ma gauche au moins, s'il te plaît. En plus, ça marche pas, Jeanne de Brick Discord, puisqu'il a pas Discord, Turbo Boomer. Gros, on est putain de piégés. Ah, il est piégé, là. Y a aucune solution, gros, je donne toutes les solutions possibles, je sais pas quoi faire. Pas de réseaux sociaux. Y a pas, gros, elle a leak Issa, elle a leak 8 fois son mail dans le chat. Gros, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est l'enfer, je sais pas comment aider plus que ça. Je suis désolé, je suis un mauvais streamer, je sais. T'inquiète, je me suis fait à ma solitude. Mais gros, ça rend triste d'entendre ça, dis Bah pas oui, des trucs on a encore pareils. plus envie de t'aider maintenant. Mais ouais, on a encore plus envie de t'aider, gros. Mais non. Clioptus, c'est pas un site, c'est sur ta boîte mail. Mais oui, en plus, Turbo Boomer, c'est une adresse mail. T'as forcément une adresse mail, mais peut-être il se souvient pas de son mot de passe. Discord.com. Mais ça marche pas. Ouais, Non, on est en ya. train de perdre la vidéo. Ouais, là, on perd faut la qu'on vidéo, reprenne, là. Faut qu'on reprenne les gens. Qu'on finisse cette vidéo d'Isa. Bah oui. Même s'il est super Za. précis et que ça nous fait mal. Oui, de ça, pardon. Qui est super précis et qui fait mal.
cette année. Parfois, le coût de l'absence, il est plus bas que le coût de la présence. Et dans ce cas, bah, ne pas y aller, c'est le choix rationnel. Sauf que pour évaluer ce coût en toute lucidité, sans être pollué par l'autosurveillance et l'intériorisation des injonctions familiales, il faut sacrément bien réfléchir son calcul. Si vous considérez que l'environnement est maltraitant, que chaque année vous subissez des remarques humiliantes, des attaques sur votre identité, des violences verbales, que vous savez avec certitude que vous allez être blessé, et que donc le coût psychologique sera disproportionné si on ajoute à ça que vous êtes déjà épuisé, déjà en burn-out ou déjà sur le fil, bah là typiquement j'ai envie de vous dire, restez chez vous, vous faites ça avec d'autres gens. C'est pas de la lâcheté, c'est juste un principe assez basique de préservation de votre intégrité face à un truc que vous allez payer longtemps sur votre humeur, votre estime et votre confiance en vous. Maintenant il vient forcément la question du comment, hein. Donc comment on fait pour ne pas y aller. Il se trouve que j'ai un point de vue assez arrêté là-dessus, mais vous allez peut-être me donner tort dans les commentaires. On verra. Mon idée là-dessus, c'est que mentir, c'est évidemment une option. Un mensonge qui vous préserve face à une injonction arbitraire, moralement, c'est clair que moi, je trouve pas ça hyper grave. Inventer une grippe, un empêchement de dernière minute ou un problème de transport, c'est légitime. Parfois, c'est même nécessaire. Moi, j'entends régulièrement des personnes aussi qui, étant en couple, disent à une famille on fait Noël chez machin cette année et à l'autre famille on fait Noël chez bidule cette année. Résultat, 2 Noël pour le prix de 0. Mais si vous pouvez, et c'est un grand si parce que je sais que c'est pas toujours possible, d'accord? Donc si vous pouvez dire ouvertement que vous n'irez pas et pourquoi vous n'irez pas, je considère que c'est bien plus souhaitable. Déjà parce que d'un point de vue purement comportemental, un peu bébête, c'est une occasion assez stylée de prouver à la fabrique à cauchemars que vous avez là-haut que vous pouvez assumer vos besoins sans qu'il vous tombe sur la gueule toute la violence ultra catastrophiste qu'elle s'imagine. Pour vous, ça vous permet de commencer à poser auprès de votre famille des limites claires liées à votre identité ou à votre handicap, ce qui je trouve est une sacrée bonne résolution du nouvel an anticipé. Et puis pour votre entourage, c'est aussi l'occasion d'apprendre, c'est-à-dire d'apprendre que vous avez le droit de ne pas être disponible. Que le gamin ou la gamine bizarre qu'ils ont élevé, bah c'est pas juste un sujet de conversation un peu curieux, mais que votre bizarrerie, elle vient aussi avec des adaptations concrètes des règles familiales et qu'il faut faire avec. Donc moi, je vous donne quelques pistes que vous utilisez si vous le voulez. Évidemment, ces pistes-là, elles marchent pas que pour Noël, mais pour plein d'autres événements de ce type. Mais juste, je précise, ça marche pour plein d'événements, sauf peut-être l'Aïd. J'ai comparé cette fête avec Noël plus tôt, mais l'un ne se superpose pas avec l'autre. Noël, c'est pas une fête religieuse à proprement parler. En tout cas, non. clairement pas dans notre espace culturel. Une grande Ça fête reste commerciale. objectivement plus coûteux de passer pour un mauvais musulman ou une mauvaise musulmane que pour un mauvais petit-fils ou une mauvaise petite-fille. Ça vous choquera peut-être, mais le coût social de se distancier d'une pratique religieuse quand on est identifié comme appartenant à cette communauté, d'autant plus une communauté minoritaire, c'est pas la même chose que de louper un repas de famille laïque. Dans les 3 cas que je vais citer, l'idée c'est toujours d'envoyer un message quelques jours à l'avance, hein. Donc je vais vous citer quelques exemples de phrases que vous pouvez dire, et d'avance je sais que ça va choquer certaines personnes parce que ça ressemble quand même beaucoup à de la manipulation. Moi, là, je pars du principe que vous êtes de la génération jeune de la famille. Dans une discussion avec vos parents ou vos grands-parents, et encore plus au sujet d'un dispositif familial impératif, les personnes avec qui vous parlez peuvent et vont utiliser des armes dont vous ne disposez pas. C'est par exemple pour ça que je conseille toujours de s'engueuler avec ses parents par écrit plutôt qu'à l'oral, parce qu'à l'oral, eux, ils peuvent vous crier dessus ou vous intimider, et que vous pouvez pas. Alors oui, c'est pas cool, et oui, c'est un peu manipulatoire, mais vous devez faire avec les outils que vous avez pour vous protéger. Non, ça c'est basique. Donc, option 1, vous voulez laisser entendre que c'est ouvert à la discussion. C'est un peu la méthode douce. Vous pouvez envoyer le message suivant: cette année, je pense pas que je vais réussir à venir pour Noël. Point. On s'arrête là. Justifier avant que la négociation ait commencé, ça vous met dans une position d'infériorité. En face, la personne va insister ou vous interroger, et vous pouvez dire quelque chose du style: les gros événements comme ça, c'est vraiment trop compliqué pour moi, je vais... Ah ouais, il donne des pistes et tout. C'est carré, hein. Voilà, on a le droit d'être chelou, exactement. On a le droit d'être chelou, exactement. Je te parle pas à toi. T'es qui? Tu me parles pas à moi? Mais oui, Je suis qui? C'est moi. c'est la pression familiale. C'est pas simple. C'est pas simple la pression familiale, non. Ah bah non, non. Et comme il dit là, il était en train de donner des pistes de messages pour justement amorcer le truc un peu. Parce que c'est vrai qu'aussi, il y a le truc, être tout seul, il y en a qui n'ont pas envie de le tenter non plus, donc... Ah bah ouais. mais essayer aussi de préparer les gens, que t'apparaisses pas comme ça, en gueulant sur tout le monde, comme s'ils avaient rien compris de nulle part et tout, qu'ils soient un peu prévenus du truc. Bah, Je suis fatigué, j'ai une grosse année, me prenez pas la tête. ça, c'est les tips pour esquiver, ça. Bah ouais, pour... Ouais. En fait, c'est même pas pour esquiver, c'est surtout pour se protéger soi-même, tu vois. Parce que justement, toutes ces injonctions et tout, ça casse les couilles, en fait, et ça te pourrit la vie, en fait, tu vois.
est tout le temps bourré d'injonctions et tout, on te force à faire des trucs, tu sais, des rituels de con, tu vois, bon, ça va quoi, ça va 2 minutes. Ouais. Si à un moment tu veux esquiver, t'as quand même le droit d'esquiver une fois, tu vois, ça va. C'est pas grave en vrai. Ouais, puis un enfant n'est pas une marionnette qu'on peut agiter pendant les fêtes comme ça pour dire regardez ce qui devient. Ah, ça aussi, tu sais, c'est le défaut aussi de la structure de la famille, tu sais, parce que la famille, c'est un peu ça. Tu sais, genre, on invite des amis à la maison. Ah, vous avez des gosses, vos gosses, ils ont combien de moyenne à l'école? Parce que moi, mon gosse, il est nul à chier, hein, regardez comment il est nul. Tu sais, Mm. genre, il y a un peu ça aussi dans la famille, c'est genre les compètes entre familles, machin. On veut faire bien devant les invités et tout. Moi, ça me terrorisait, ça, quand j'étais petit. À chaque fois, il y avait des invités, c'était pour me pourrir, en fait, tu vois. Ouais. Bon, Noël, c'est un moment pas facile pour certains. Bah, ouais. Je préviens aussi à propos de cette vidéo qu'elle vient de sortir. Je sais donc pas si c'est ok pour poster un react sur YouTube rapidement. Bon, Bon, on la postera pendant les fêtes. t'inquiète, on va la poster plus tard celle-là, hein. Pas de soucis. Bah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Puis vu les vues qu'on fait, t'inquiète, hein, on va pas lui voler grand, tu vois. On va pas lui voler grand chose, C'est pas faux. c'est pas faux, en vrai. T'inquiète. On Puis fait les... pas trop d'ombre aux youtubeurs pour Et l'instant. puis les de gauche, hein, en vrai, s'il regarde le react, il va capter, hein, tu sais. Pas de Ouais, galère, on hein. apporte quand même Ouais. quelque chose à la vidéo. Et en vrai, c'est super intéressant. Et Toute puis la- il y a aussi des gens qui regardent pas la vidéo d'eux-mêmes. Ils aiment bien avoir justement un react. On voit beaucoup ça avec la politique parce qu'on poste beaucoup de reacts politiques, Hmm. d'interviews politiques, et les gens ils sont hyper intéressés par ça. Genre, Moi d'ailleurs, ils- d'ailleurs, faut savoir qu'il y a carrément moi des trucs qui me hype plus en react qu'en vidéo originale. ouais, ouais, Tu vois, par exemple, moi, la commission de Jean-Luc Mélenchon, j'avais pas la foi de me le taper tout seul. Tu vois, par contre, regarder, je sais pas, Emo ou Dofla, y React, tu vois, ou même Kali, j'étais en mode, ah, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Genre là, ça me hype, là, je suis chaud, tu vois. Donc, en ouais. vrai, ça dépend. Surtout, frère, nous, à notre échelle, on vole du buzz à personne, hein. La vérité, on va voler du buzz à personne. On transmet le message. Surtout, même, on peut le créditer dans les Et commentaires. puis et même, tout. là, on a peut-être touché des gens. Moi d'ailleurs, je connaissais pas Ça avant qu'on réacte sur cette chaîne. Mais moi, j'avais déjà vu Donc, des vidéos de lui, mais j'ai incapable d'identifier qui il était a ce gars, tu vois. gagné un abonné avec moi et sûrement davantage Et un avec moi avec aussi. ce replay, parce qu'on parle de rap, on parle de peut-être à des gens qui connaissent pas ça. Ouais, Et donc en fait, c'est pas de la mauvaise pub, c'est cool. ça peut arriver. C'est comme Et quand on puis parle une du vue, frérot Jack Couscous, là on on fait fait un de la tunnel pub. là-dessus, mais genre une vue, ça représente. Enfin, faudrait vraiment qu'on ait des plusieurs dizaines de milliers de vues pour que ça commence à représenter un vol Ouais, vraiment, de Clio, genre. propriété intellectuelle. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si on était capable de dépasser les vues de la vidéo originale ou même ne serait-ce qu'arriver à un dixième de ça. Donc, tu vois, genre, je pense que c'est vraiment. Ça va. Ce qu'il prend. Sauf que je regarde beaucoup de vidéos en React, ça me fait du bien et me rassure. Bah oui, moi aussi, il y a des trucs que j'aime plus en React. Mais ouais, Ah ouais. ouais, ouais, genre les passages, ouais, il y a plein de trucs pareil. Que en React. Ouais, genre des grandes commissions, des trucs au Sénat, les débats sur les lois, les trucs du Parlement et tout, les grandes séquences où il y a des lois Mais qui les sont vidéos là votées. comme ça n'a rien à voir. Ouais. Et les vidéos comme ça, là, d'informations sur un sujet. Moi, je regarde pas d'habitude des vidéos comme ça, perso. Moi, ça dépend un peu. Toi, plus sur le jeu vidéo, peut-être. Ouais, sur les jeux vidéo, moi, de fou. Frère, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui démonte un casque VR pour expliquer à chaque composant à quoi il sert. Bon, moi, je suis un fou malade. Oui, ça, c'est hyper technique. Ouais. J'ai à peu près compris, merci à vous. Oh putain, ça y est, tu y es arrivé. On y arrive toujours. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Toute vidéo de ça vaut la peine d'être réact. Aïe, ah. Ah, voilà. Bon. Et oui, en plus, c'est tellement plein d'informations en vérité. Bah oui. Puis c'est aussi un peu scolaire aussi pour qui serait pas totalement Parce que c'est vrai. préparé à ce genre de contenu. En fait, il y a déjà plein de formats similaires qu'on regarde. Par exemple, le format de Bolshevik qui est du Mais fils attends, de attends, pub, des trucs du genre. mais ça permet aussi de faire un. Tout le monde n'a pas le même degré de compréhension et de faire une amorce à un contenu comme ça peut aussi permettre de partager le message davantage. Ah, parce que franchement, te taper ça une demi-heure cul sec, seul tout, Ouais. vas-y, après, tu vas bien déprimer quand même, tu vois, ça va être chaud. Donc, ouais, ça peut peut-être aider un peu. Après, très bonne vidéo quand même, tu vois. Le gars est basé de fou. Et c'est pour ça qu'on nous on réacte. Soit des gros fachos, soit des gars basés de fou de toute façon. Donc, C'est ça, et pas d'entre-deux. il fait partie des basés de fou.
pas pouvoir en profiter, mais j'aimerais vraiment beaucoup vous voir individuellement après les vacances ou avant les fêtes par contre. Là, vous faites d'une pierre deux coups, d'une part parce que vous avez sécurisé le lien familial, et d'autre part parce que vous savez très bien que avant et après les fêtes, personne n'aura le temps de vous accueillir à la maison. Option 2, si vous communiquez avec des gens qui vont utiliser l'affect pour vous faire culpabiliser, vous allez retourner le truc par anticipation. J'ai vraiment super honte de dire ça une semaine avant Noël, je suis sûr que vous allez me détester, mais je panique totalement. du tout. Cette année, je vais pas réussir à venir au repas de Noël, c'est trop dur, je sais pas comment faire. Ça a l'air d'être la pire option. Mais je pars du principe que si vous l'utilisez, c'est que c'est vrai en fait. Je pense vraiment que la plupart des gens minimisent leur panique face aux événements sociaux, ou pire, qui se disent qu'il faudrait avoir l'air fort et sûr d'eux pour négocier une limite. Alors que l'avantage de commencer en disant ouvertement nos émotions en anticipation de notre annonce, c'est justement à cette condition-là que vous allez éviter d'être dans la manipulation. Vous utilisez pas vos émotions pour convaincre, vous les utilisez pour expliquer, et les personnes en face de vous sont obligées de se mettre dans une posture de réconfort ou de soutien. L'enjeu c'est plus de vous convaincre, mais c'est de vous rassurer. Parce que ce que vous avez exprimé, c'est pas une rupture, c'est une vulnérabilité, des fragilités, des limites et des besoins. L'option 3, elle rentre pas exactement dans ce cadre, mais c'est important de la mentionner, et c'est « je viendrai » uniquement si mes règles sont respectées par tout le monde. Si c'est pas possible, je préfère qu'on se voit à un autre moment. Ça, c'est l'occasion de reporter à plus tard la question de est-ce que j'arrête d'aller au repas de Noël ou non pour tester l'ultimatum. On respecte mes pronoms, on n'utilise pas mon dead name, on ne dit rien si je me balance, si je fais des gestes ou des bruits, j'ai le droit de partir m'isoler pendant le repas sans avoir de remarques ou de questions, et ainsi de suite. Je donne des pistes, je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui en donneront plein dans les commentaires, mais dans tous les cas, il faut quand même retenir qu'à aucun moment ça sera facile. Il va falloir accepter à l'avance qu'il y aura des réactions, de la déception, de la colère et des reproches. Mais c'est aussi un enjeu d'autonomie d'accepter que vous pouvez pas contrôler les réactions des autres. Vous pouvez juste décider de comment vous y répondez après. Derrière, ça va très probablement être extrêmement douloureux très vite. Et donc ça passe forcément par une décision. Il faut savoir si on veut souffrir fort d'un coup pour s'épargner, d'angoisser et de paniquer longtemps. Et je le dis même si c'est évident, mais c'est important quand même. Si votre sécurité matérielle dépend des personnes qui vous invitent au repas de Noël, ça peut avoir un impact catastrophique sur le reste de votre vie, de refuser d'y aller. L'idée, c'est certainement pas de vous dire qu'il ne faut pas aller au repas de Noël. C'est de vous dire que si vous ne pouvez pas y aller, c'est possible de ne pas y aller. Et si malgré tout vous décidez d'y aller, ou que vous êtes obligé d'y aller parce que les contraintes sont trop fortes, ou si vous avez envie d'essayer parce que cette année vous vous sentez capable, alors n'hésitez pas à vous donner des règles, à vous donner le droit de partir plus tôt, de préparer des stratégies de survie qui seront justement ajustées sur vos besoins concrets. Et si vous y arrivez et que c'était dur et que vous en sortez quand même en un seul morceau et que personne ne le voit, c'est quand même une victoire. Et vous avez le droit de célébrer cette victoire-là. Vous avez le droit même de vous féliciter pour ça. Alors pour celles et ceux qui les célèbrent, que ce soit seul, en couple, entre amis ou en famille, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Eh ben, il a pensé à tout, le bougre. Il est fort, il est fort. Il a pensé à tous les cas de figure, et même si jamais, en fait, t'es dépendant... même si jamais, en fait... T'es dépendant, et en fait, même si t'as... Enfin, voilà, il est méga... Il a travaillé fou, la vidéo. Et puis il est bienveillant aussi quand même, tu vois, il est en mode je peux comprendre, même s'il y en a, vous êtes un peu piégé, vous pouvez essayer, il y a des choses, il y a... Parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont en mode... ça va être une horreur, et qui savent que c'est dans 3 jours, et qu'ils vont partir en voyage, machin. Et puis du coup, ils ont la boule au ventre et tout. Ouais, de ouf. C'est pour leur dire que l'espoir n'est pas perdu. Une échappatoire... que si c'est trop... Pardon. 6h30 de stream, là, je suis cuit. Que si c'est trop lourd, vaut mieux pas le faire. Ouais, puis même tu peux t'imposer des conditions et tout, c'est pas... Rien n'est condamné, quoi, tu vois.